À la une de l'actualité, la visite d'État du président de la République dans la région de Kabadougou et du Foulon dans le Denguélé. Ce mercredi à Odiéné, le couple présidentiel a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des cadres, des élus, des autorités politiques coutumières, compte rendu de nos envoyés spéciaux dans ce 20h. Les victimes des crises sociopolitiques retardataires ont un mois pour se faire recenser, identifier. Elles ont jusqu'au 18 juin prochain pour se faire enregistrer. L'information a été donnée par la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Le renforcement des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique à travers le projet Trade Africa a été examiné au cours d'une audience accordée par le Premier ministre. Vous aurez le compte-rendu dans quelques instants. Au Burundi, les manifestations contre un troisième mandat pour l'actuel président Pierre Nkurunziza se poursuivent et ce mercredi à Bujumbura, la capitale, les forces de sécurité ont dispersé plus d'un millier de manifestants. Des tirs ont été entendus cet après-midi. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Dans cette édition, vous aurez, comme tous les mercredis, EcoPlus. Ce dossier du service économique de la rédaction sera consacré aujourd'hui à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je vous l'annonçais dans les titres, Alassane Ouattara est dans le Denguélé. Le président de la République entame ce mercredi une visite d'État de 5 jours dans les régions du Kabadougou et du Foulon, région du district du Denguélé. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et son épouse sont arrivés ce mercredi en fin de matinée à Odiéné. Une visite d'État qui a commencé cet après-midi, donc par un conseil des ministres à la préfecture d'Odiéné. Dans une quinzaine de minutes, vous aurez en direct d'Odiéné le compte rendu complet de cette première journée et la suite du programme de cette visite d'État avec nos envoyés spéciaux. Avant son départ pour Denguélé, le président de la République a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État ghanéens et sénégalais à l'issue du 47e sommet ordinaire de la conférence de la CEDEAO jeudi. À son excellent John Dramani Mahama, le président dit ceci à l'issue du 47e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et au moment où votre mandat de président en exercice prend fin, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations pour les avancées importantes enregistrées par notre institution. Et un autre message donc adressé à Macky Sall, le président sénégalais, le président de la République Alassane Ouattara écrit ceci: votre désignation pour assumer les fonctions de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence et au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre mes très sincères et chaleureuses félicitations signées du président ivoirien Alassane Ouattara. Le chargé des missions de l'UMP, l'Union pour le mouvement populaire, parti politique français, s'est entretenu avec le secrétaire général du RDR, le Rassemblement des Républicains. Amadou Soumaoro et Ervan Doussourouss ont échangé sur les sujets d'intérêt commun, le compte-rendu de Sidonie Davila. L'Union pour un mouvement populaire UMP et le Rassemblement des Républicains RDR ont décidé de matérialiser leur partenariat. Un partenariat signé depuis avril 2012 en France. Erwan Darvou, chargé de mission UMP pour la circonscription des Français de l'étranger, a longuement échangé sur la question lors de sa rencontre avec le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro. Il est normal que je me rende au siège d'un parti ami avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. Il y a une longue amitié entre nous et l'objet de ma visite, c'est bien sûr d'échanger sur ce partenariat et aussi sur toutes les questions d'intérêt commun. Le partenariat qui demande des échanges des personnes, des jeunes de l'UMP, jeunes du RDR, des femmes de l'UMP, des femmes du RDR, des membres de la direction, nos militants. Et croyez-moi, nous sommes très contents de cette visite. Pour les deux parties, cette collaboration est la parfaite illustration de bonnes relations entre le RDR et l'UMP. Comme annoncé dans les titres, les victimes des crises sociopolitiques retardataires ont un mois pour se faire recenser dans les préfectures de région ou les mairies. Elles ont jusqu'au 18 juin prochain pour se faire enregistrer. L'information a été donnée par la CONARIB, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Hamza Diaby pour en savoir un peu plus.
À la date de décembre 2014, le compteur de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, affichait 74 000 victimes. Combien sont-elles ailleurs, dans les autres structures et ministères qui ont pu les recenser? Qu'en est-il pour ces victimes qui n'existent nullement dans aucun autre fichier? Il faut aboutir à une liste unique et consolidée avant indemnisation. C'est la mission de la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le substitut de la CDVR lance donc une dernière balle aux victimes encore tapies dans l'ombre. La période d'1 mois qui sera consacré à cet ultime recensement ira à commencer donc depuis hier, du 18 mai au 18 juin. Les victimes devront se rendre dans les préfectures des régions ou les mairies pour s'inscrire auprès des agents chargés de les recevoir, de les écouter et de les enregistrer. Une fois ce palier atteint, la CONARIV classera les victimes en fonction de la nature ou de la gravité des préjudices subis avant évaluation et réparation. Dernière phase qui sera exécutée par le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, sous la houlette de la CONARIV. Il faudrait concevoir un système de telle sorte que celui qui est payé, voilà, ses empreintes soient prises, en tout cas des dispositions, comme on dit, biométriques, soient prises pour ne pas que la personne aille se faire payer. Sont concernées par cet ultime recensement les victimes des crises allant de 1990 à 2011. La CONARIV, à la différence de la CDVR, n'a aucune durée de vie, eu égard à l'ordonnance de sa création. Parlons maintenant de réconciliation nationale avec cet appel aux retardataires. Ces retardataires ont jusqu'au 18 juin pour se faire identifier. Entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, l'audience accordée par le Premier ministre Nana Cablan-Tinkom à cette délégation américaine s'inscrit dans cette logique. Elle avait à son ordre du jour le projet Trade Africa. Nous sommes venus ici pour discuter comment est-ce que nous pouvons chercher un échange plus étroit commercial entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire pour trouver les points de coopération qu'on peut approfondir et avoir de meilleurs résultats. Nous avons une très bonne relation commerciale déjà, mais on veut aller plus loin. Homme d'affaires italien, Andrea Pascali réaffirme sa volonté d'investir en Côte d'Ivoire. Sa rencontre avec le Premier ministre Nana Cablan-Tinkom ici à Abidjan vient confirmer un engagement déjà pris au cours du récent séjour italien du Premier ministre. C'est un investissement qui se dépend beaucoup du marché, donc le marché ici c'est très bon. Il y a beaucoup de projets de logement et donc peut-être qu'on a besoin de plusieurs usines et donc des investissements très grands. La première semaine de ce mois de mai, le Premier ministre Nana Cablan-Tinkom a pu mesurer, alors qu'il se trouvait en Italie, le grand intérêt des hommes d'affaires de ce pays pour la Côte d'Ivoire. Comme Andrea Pascali, ils sont nombreux à avoir émis le souhait de se rendre à Abidjan afin de concrétiser différentes affaires. Voilà, c'était une activité de la primature. La Commission nationale des exportations est désormais opérationnelle. La vingtaine de membres a reçu sa feuille de route du ministre du Commerce. Jean-Luc Billon a exhorté les membres de cette commission à plus de responsabilités dans la conduite de la nouvelle mission. Des précisions avec notre reporter Noël Gnagno. Bon vent sous les feuillages de cacaoyer. Après l'ouverture de l'usine de chocolat de Yopougon, c'est au Conseil du café cacao de donner un coup de pouce au programme qualité, quantité et croissance de QC, à travers la signature d'un partenariat public-privé avec le groupe CEMOA. Ce partenariat est baptisé Transparence Cacao. Il s'agit du développement communautaire pour lequel nous apporterons un appui aux communautés par la fourniture de mobilier et équipements au niveau de l'éducation, de la santé, de l'hygiène et de la salubrité, de la professionnalisation des producteurs et leur organisation à travers des mesures d'accompagnement, de la création d'un label chocolat pour la Côte d'Ivoire et de la prise en compte de la gestion de l'environnement et de l'agroforesterie. À ce jour, ce sont 13 protocoles d'accord que le Conseil du café cacao a signés avec le secteur privé, ce qui a permis de mobiliser plus de 24 milliards de francs CFA pour la mise en place d'axes stratégiques du développement de la filière café-cacao.
Le monde entier engage une lutte acharnée contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Que renferme le concept de blanchiment d'argent? Quels sont les moyens utilisés par les blanchisseurs? Comment s'organise la traque contre les fossoyeurs de l'économie? EcoPlus de ce mercredi fait le point sur toutes les questions au moment où se tiennent à Yamoussoukro les deux plus importantes réunions statutaires du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Koné Adama. Avec un réseau de 23 banques et établissements financiers, la Côte d'Ivoire est le principal pôle financier de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Une réalité qui expose Abidjan aux risques liés à la criminalité financière mondiale. Une criminalité qui prend la forme de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. On parle de blanchiment, il s'agit de la conversion, du transfert, de la manipulation de sommes d'argent, de biens meubles, de biens immeubles dont on savait que leur origine était illicite, en leur rendant une face licite. Et on parle de financement lorsque quiconque, que ce soit une personne physique ou une personne morale, met à la disposition d'un groupe terroriste, d'un individu terroriste, des moyens financiers ou matériels en vue de commettre un acte terroriste. Les pratiques des blanchisseurs d'argent sont nombreuses. Les spécialistes dressent une typologie de leur mode opératoire. Le secteur de l'immobilier, par exemple, des personnes peuvent acheter un bâtiment, par exemple, avec des espèces. On peut utiliser les jeux dans les casinos, par exemple. On ne joue pas réellement, ou alors même si on a joué, qu'on a gagné, on utilise l'argent acquis malhonnêtement. On mélange cet argent avec l'argent qu'on a gagné et on fait un dépôt à la banque. Nous avons aussi la fraude fiscale, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de la douane, dans les fausses déclarations de valeurs ou d'espèces. On acquiert de l'argent et qu'on cherche à blanchir, toujours en utilisant le même secteur. On fait de l'évasion fiscale, on fait croire qu'on a sorti des marchandises alors que réellement on n'a pas sorti de marchandises et on utilise cette voie pour déplacer l'argent qu'on a acquis malhonnêtement. Les experts identifient par ailleurs des gestes qui sonnent l'alerte et suscitent une déclaration de soupçon. C'est que l'assujetti, le banquier, l'assureur, le notaire, l'avocat, ce qu'il déclare, c'est l'action ou c'est l'activité ou c'est la nature atypique de l'opération. Pour dire clairement, vous êtes menuisier, qui est un métier auquel je ne reproche rien. Vous avez un revenu mensuel moyen de 100 000 francs. Vous avez un compte bancaire sur lequel vous faites un versement sur votre compte d'épargne de 50 000 francs tous les mois. Et comme par hasard, vous venez faire un versement de 100 millions en espèces. Donc ça, c'est une opération atypique, qui n'est pas normale, qui ne correspond pas à votre profil. Quelle est l'ampleur du phénomène en Côte d'Ivoire? Il est difficile aujourd'hui de présenter l'ampleur par des chiffres, parce qu'aujourd'hui, en même temps que le travail s'est fait, les blanchisseurs aussi sont en train de prendre d'autres dispositions. On ne peut pas étaler tout ce qui se passe. La Côte d'Ivoire a tous les outils qu'il faut. Donc la phase de prévention étant toujours en cours, la phase de sensibilisation étant passée, je pense qu'il est bien que dans ces jours-là, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on puisse passer à la phase répressive. Et les premiers résultats sont palpables. Au cours de l'année 2014, un dossier a été traité par la justice qui a abouti à la condamnation de 4 personnes à 20 années de prison. Des sommes blanchies portaient sur 4 milliards de francs CFA et il y a une banque qui a été également condamnée. C'est que le gouvernement n'a pas croisé les bras face à la circulation de l'argent d'origine douteuse. En témoigne la création de la cellule nationale de traitement des informations financières. Disons que c'est une réponse de la communauté internationale à un phénomène qui était devenu préoccupant depuis la fin de la guerre froide et ensuite avec la mondialisation. Les capitaux d'origine criminelle étaient un peu partout dans toutes les économies, jusqu'au risque même de mettre en péril ces économies-là.
Centre nerveux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CENTIF travaille suivant un système de renseignement bien ficelé. On se donne tous les moyens pour chercher le renseignement. Et dans cette bataille-là, les assujettis nous aident énormément. C'est-à-dire, en principe, lorsqu'une opération atypique ou inhabituelle est constatée quelque part par un assujetti, c'est son obligation d'informer la CENTIF qui commence à mener des enquêtes sur ce phénomène-là. Il existe plusieurs corps qui interviennent dans la chaîne qui permet donc de faire l'enquête. Les policiers ont également leur part et cette part-là, ils la jouent en facilitant les relations entre la structure qui est chargée de lutter contre le blanchiment des capitaux et les organes de police et de gendarmerie. Et ensuite, avec certaines administrations, notamment dans le cadre des réquisitions qui sont formulées. Depuis sa création, la CENTIF a reçu 489 déclarations de soupçons. Après traitement, elle a transmis au parquet 35 rapports portant sur un montant total de 19 340 millions de francs CFA. Et les procédures judiciaires sont en cours. Voilà, c'était EcoPlus consacré à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Poursuivons ce journal par une réponse à une interrogation. Comment moderniser la pêche en Côte d'Ivoire? La création d'un district productif de la pêche a été proposée au cours d'une séance de travail entre une délégation italienne et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Compte rendu connaît par Gassoro. Ils se sont rencontrés en 2013 et 2014 en Italie dans l'optique d'un partenariat en vue de moderniser et de promouvoir le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le district productif de la pêche de Mazara del Vallo en Sicile ont signé à cet effet un protocole d'accord. C'est pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord qu'une délégation de ce district est en Côte d'Ivoire. Nous avons aimé le modèle du district de pêche de Mazara del Valle qui présente des atouts indéniables. Et Dieu merci, sur la base des 2 missions que nous avons faites, nous avons fait 3 requêtes. C'est dans la perspective d'aboutir à la mise en place d'un district de pêche en Côte d'Ivoire. Création d'un district de pêche en Côte d'Ivoire, mais aussi création d'un chantier naval à Grand Bassam en vue de la fabrication de pirogues modernes de pêche. La délégation italienne du district productif de la pêche de Mazara del Vallo entend apporter sa contribution dans la mise en œuvre de la création du district de la pêche en Côte d'Ivoire. Comme a dit son Excellence le ministre, c'est d'affirmer notre volonté de collaborer, de coopérer avec ce ministère. Durant 5 jours, experts du district productif de la pêche de Mazara del Vallo et experts du ministère des Ressources animales et halieutiques travailleront sur 3 thématiques. Un document d'étude de préfaisabilité sera produit et soumis aux 2 parties pour sa mise en œuvre. L'armée française a battu 4 terroristes, au nombre desquels le djihadiste Abdelkarim Al-Targhi. L'opération a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans l'extrême nord du Mali. Abdel Al-Targhi était cité dans les dossiers d'otages français au Mali. Il avait notamment revendiqué au nom de son organisation terroriste l'enlèvement et l'assassinat des reporters de la RFI, Ghislaine Dupont et Claude Vermont, le 2 novembre 2013. Au Burundi, les manifestations contre un 3e mandat de l'actuel président Pierre Nkurunziza se poursuivent. Ce mercredi à Bujumbura, la capitale, les forces de sécurité ont dispersé plus d'un millier de manifestants. Des tirs ont été entendus cet après-midi et des journalistes auraient été menacés verbalement par des policiers et forcés de quitter les lieux. Abiba Dambélé est sur place pour le journal spécial à l'occasion de la visite d'État. Donc, Abiba Dambélé, vous avez l'antenne. Bonsoir David, mesdames et messieurs, bonsoir.
Odiéné est depuis ce matin la capitale de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique sont arrivés ce matin à Odiéné, chef-lieu de la région de Kabadougou, dans le district du Denguélé, 5 années après la campagne de 2010. Le président de la République revient donc en famille, dans sa famille maternelle. Sa mère, Feu Nabitou Sissé, est originaire de Belimba. Avec notre reporter Nguessambi, voici l'ambiance qui prévalait ce matin à l'accueil du couple présidentiel. On le croyait plus fils du district des Savanes. On le croyait aussi plus adulé dans les régions du pays dans lesquelles il s'est rendu en visite d'État. Alassane Ouattara reste et demeure dans les liens et amours sacrés de sa terre maternelle. Tout commence en fin de matinée où le soleil se voulait plus ardent que jamais. 11h35, l'heure à laquelle l'aéronef transportant le président de la République Alassane Ouattara se pose à l'aéroport de la ville. Le fils devenu président de la République, accompagné de son épouse, peut commencer à communier avec les siens. Dans un autre costume désormais, celui d'un homme d'État, Alassane Ouattara reçoit les honneurs du monde militaire avant de trouver et retrouver un autre monde qui l'attend en compagnie d'un soleil discourtois. Savait-il qu'il était attendu? Si attendu sur la terre du Denguélé, sans doute, mais certainement pas avec une telle mobilisation. Une démonstration de mobilisation ou l'accueil d'un digne fils unique en son genre. En tout cas, c'est à une marée humaine que Alassane Ouattara a eu droit pour lui souhaiter y danser. Et ce n'est pas exagéré que de dire que cette marée était haute. Debout tout au long d'un parcours impressionnant, l'émotion et les souvenirs pouvaient voguer, et des yeux de l'homme, mais aussi des yeux des Odiénékas. Tel un nef, le cortège d'Alassane Ouattara a vogué au gré des flots impétueux qu'il va côtoyer jusqu'à sa résidence. Même amarrés ou à quai, les vagues à côté de leur grondement se faisaient toujours menaçantes. Alassane Ouattara au Odiéné, la terre n'a peut-être pas tremblé, mais elle a dû gémir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc entamé ce matin une visite d'État dans le district du Denguélé. Le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang et à un accueil des plus chaleureux des populations venues des régions du Kabadougou et du Folon. Jamais de mémoire d'Odiénéka. Odiéné a vécu une telle animation. Jamais de mémoire d'habitants de cette ville. Odiéné a connu de tels embouteillages et un tel déferlement humain. Les Odiénékas sont sortis en grand nombre, qui à moto, qui à voiture ou à pied. D'autres ont utilisé des cars de ce genre. En tout cas, peu importe le moyen utilisé. Motif, accueillir un fils de la région. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui entame ce matin dans le district du Denguélé une visite d'État. Occasion très attendue depuis bien longtemps. Nous sommes là pour l'accueil d'Ado, qui est notre fils charmant qu'on adore beaucoup. Et nous sommes très heureux de l'accueillir. Bon, on est vraiment heureux. Tellement la journée est dépassée, on ne sait pas comment s'exprimer. On est venu voir M. le Président, d'abord parce qu'il fait beaucoup vraiment pour la population ivoirienne. Et nous sommes très fiers d'ailleurs qu'il soit un digne fils d'Odiéné. Tous attendent beaucoup de cette visite qui apportera un souffle nouveau à la région. Il est tout à fait important que tous les fils de la région sortent pour accueillir le président, pour lui témoigner de notre reconnaissance et lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Et ce sera aussi l'occasion de toucher du doigt les réalités de ce grand district qui est celui du Denguélé. Pensons que cette visite va apporter beaucoup de choses au plan du développement économique et social, aux différents départements, aux différentes localités, pour que nous puissions embarquer en première classe dans le train de l'émergence. Et c'est à 12h05 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville d'Odiéné. Accueilli par les autorités locales, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, quelques membres du gouvernement et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le chef de l'État est allé s'incliner devant le drapeau de l'État pour recevoir les honneurs militaires dus à son rang.
Honneur rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe et 3 sections de forces terrestres aux ordres du lieutenant-colonel Draman Traoré, commandant le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest, suivi de quelques poignées de main aux autorités militaires et préfectorales. Après quoi, l'hôte du Denguélé a communié avec les Odjenika qui ont rivalisé d'ardeur pour toucher et voir de près leur président, donnant du coup du fil à retordre aux agents de la sécurité. Le président de la République Alassane Ouattara sera demain dans les départements de Ménignan et Kagnassou. Le peuple du Denguélé, heureux d'accueillir le président Alassane Ouattara sur son sol, a réagi au micro de Mamadou Kouassi. Les populations placent cette visite sous le signe du développement et de l'union sacrée pour combattre la pauvreté. C'est le retour de l'enfant prodige, mais de toute façon, on n'avait vraiment pas de doute quant à sa venue, parce qu'en tant que chef malinqué, il devait aller régler tous les autres problèmes avant de venir prendre les dernières bénédictions. Il a entamé un train de développement pour tout le pays. Vraiment, le félicite. Voilà, que Dieu lui donne la force de réussir entièrement sa mission. Voilà, c'est ça notre fierté. Et nous sommes fiers de nous retrouver aujourd'hui pour accueillir ce digne fils, Alassane Ouattara, qui gouverne la Côte d'Ivoire de façon magistrale et qui permet aux populations ivoiriennes aujourd'hui de regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Le Guinée, depuis très longtemps, avait été considéré comme une région très en retard, et avec tous les investissements que le président vient de réaliser, avec l'émotion et l'union que le président suscite, l'arrivée du président suscite dans la région, je pense que ce sera un facteur de développement. Depuis les préparatifs jusqu'à aujourd'hui, il y a une union parfaite entre les fils d'Odiné. Et je crois qu'après son départ, cette unité, cette fraternité va se poursuivre. La visite du chef de l'État vient donner une âme à un district qui en manquait un peu. C'est un nouveau départ que le district est en train de prendre. Et surtout, avec les jeunes cadres qui montent en puissance, c'est certain que plus jamais le département, sinon le district de Guinée, ne va accepter la désunion de ses enfants. Dans toutes les sociétés africaines, le neveu est sacré. Donc aujourd'hui, tout au Guinée est mobilisé pour recevoir dans l'allégresse notre fils qui arrive, notre président vénéré. C'est pour ça que nous bravons le soleil. Si après le soleil la pluie tombe, nous serons sous la pluie. C'est le Messie qui arrive, il faut que nous soyons là pour l'applaudir, le toucher. Il apporte le développement, il apporte la réconciliation. Le président de la République est arrivé à Odiéné donc pour une visite d'État très attendue dans le district du Denguélé. Pour l'accueil, les populations se sont mobilisées depuis ce matin de très bonne heure. Avec elles, les groupes de danse et d'animation venus dire y danser au président Alassane Ouattara. Voici l'ambiance avec Mamadou Kouassi. Une foule heureuse et excitée que les forces de l'ordre ont du mal à maîtriser. Elle tient à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, jusqu'à sa résidence d'Odiéné. Dans cette foule, des enfants, des jeunes, des femmes et même des vieillards ont bravé le soleil et tous les obstacles rencontrés tout le long du parcours. 10 km à part de course pour un parcours fortement sécurisé. Parmi cette foule enthousiaste, la présence de groupes de danse et d'animation. Les élus et les cadres souffrant de la canicule étaient bien en place pour dire y danser au président Alassane Ouattara. Ils voulaient tous lui exprimer leur reconnaissance pour le développement et surtout pour la promotion des fils et filles du district du Denguélé. En quelques années seulement, on a vu le travail que le président de la République a bâti chez nous. Donc tous les villages du canton seront électrifiés, la route est en train d'être faite et tout le département de Guinée est en train d'être bien traité. Nous sommes là, nous les femmes, pour dire merci à notre fils, pour lui dire que nous sommes de cœur avec lui, qu'on est debout pour lui matin, midi, soir. Il a besoin de nous, il n'a qu'à lever le petit doigt, on est là pour lui.
Odiene a fait montre de sa détermination à battre le record de la mobilisation de toutes les visites d'État. En témoignent les articles et autres uniformes à l'effigie du couple présidentiel. Même des heures après le passage du cortège présidentiel, l'on pouvait voir des gens en train de déviser sur cet accueil familial. Le président Alassane Ouattara est chez lui, dans le Denguélé, jusqu'au 24 mai, pour une visite d'État. Avant d'entamer ce périple de 5 jours sur la terre de ses ancêtres, le chef de l'État a rendu visite au chef et à la notabilité du district du Denguélé, à la résidence du chef de canton. Et ils lui ont donné leur bénédiction. Compte rendu à Ouattouré. La visite historique d'un fils de la région à ses parents maternels. La première que le fils devenu président de la République rend à sa famille. C'est donc tout naturellement que le président de la République Alassane Ouattara, dès son arrivée, est allé à la rencontre des chefs et de la notabilité du Denguélé. À ce rendez-vous, tous les chefs des cantons et la notabilité du district du Denguélé, notamment les cantons Nowolo, Nafana, Fiena, Bodougou, Bodjogo, Tron, Foulon, Sofa et Massala, avec à leur tête les chefs des 3 grandes familles Touré. El Hadj Touré Lanciné de Vakabala, chef de canton, El Hadj Touré Mamadou de Maméridougou, El Hadj Touré Bakaramogo de Sanissédougou et le chef de Kabla de Siginani, Sissé Kochaka. Le chef de l'État respectueux de la tradition est venu demander les bénédictions de ses parents pour la réussite de la visite d'État qu'il entreprend dans le Denguélé. Les chefs et la notabilité du Denguélé ont accordé leur bénédiction à leur fils qui pour eux est leur bijou le plus précieux. Les têtes couronnées du Kabadougou et du Folon ont exprimé leur fierté et salué l'immense travail abattu en 4 ans par le président Alassane Ouattara. Excellent Monsieur le Président, les chefs traditionnels se sont réunis et ils ont décidé de vous confier à nouveau à la population ivoirienne. Au départ, c'était un risque. Prendre son enfant, le confier à la population ivoirienne pour qu'il assume une telle responsabilité, c'était un risque. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Eux qui sont vos parents, ils avaient le sommeil troublé. Mais vous avez été un fils digne. Vous avez été un fils qui les a honorés. Aujourd'hui, vous êtes devenu l'espoir de toute l'Afrique. Vous êtes devenu l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'espoir du Denguélé. Il voudrait, à travers tous ces propos, vous féliciter la première dame pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes du Kabadougou. Ces premiers gestes ont sorti ces femmes d'une longue durée de pauvreté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit les fonds FAFSI pour celles qui en ont bénéficié, que ce soit le matériel agricole qu'elle a donné, en tout cas, ces femmes aujourd'hui produisent du vivrier et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à elles. La notabilité a apporté son soutien total à son fils et s'est engagé à lui accorder un score de 100% à la prochaine présidentielle. Cette rencontre familiale s'est achevée par des doigts, des bénédictions pour le chef de l'État, qui est désormais le président des cadres du Denguélé, et son épouse Adja Fandagbe Touré, présidente des femmes du Denguélé. Et le reportage était signé de Awa Touré, fille du Denguélé. Le président de la République est attendu demain jeudi à Minignan, chef-lieu de la région du Folon, une région qui place beaucoup d'espoir dans cette visite au regard des nombreux défis à relever en termes de progrès et de développement. Gros plan sur Minignan, localité située à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, avec Eugène Atoubé. C'est la capitale de la région du Folon. Minignan fait partie des localités nouvellement érigées en chef-lieu de département. À partir d'Abidjan, ce sont près de 1120 km qu'il faut parcourir avant d'arriver à destination. Un voyage qui se déroule sans difficulté majeure jusqu'à la sortie de Djeni. Commence alors l'épreuve de la piste. 70 km de poussière et de latérite à travers un vaste champ d'anacarde et une savane fortement arborée. Aller à Minignan aujourd'hui est un véritable parcours du combattant, malgré une évolution notable passé le temps du calvaire. Souvent, il faut emprunter les camions de bœufs et puis les Kia. Donc, arrivé à certaines distances, on doit descendre
Pour monter la côte, d'abord, le chauffeur doit s'avancer d'abord avant qu'on puisse encore aller. Les cars ne venaient pas, c'était les petits camions qui venaient. La voie n'était pas bonne. Donc, comme actuellement la voie est bonne, les cars viennent maintenant. Ce qui frappe à Ménignan, c'est l'aspect de la ville. Case ronde au toit de paille, maison à l'ancienne vieillie et bâtisse à l'allure moderne forment l'habitat de cette localité à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Ce décor éminemment rural contraste violemment avec le statut de chef-lieu de région. Conséquence, Ménignan doit faire face à de nombreux défis en termes de commodité et de progrès. Nous avons un problème de logement. Ici, vous êtes obligés de dormir 2-2 ou 3-3. Ça, ce qui n'est pas normal, comme si nous sommes encore au lycée. Donc, si vraiment on pouvait faire quelque chose pour nous les fonctionnaires, ça allait nous faciliter parce qu'il n'y a rien ici. Il faut forcément aller à Odiéné pour faire les courses. Au niveau des denrées alimentaires, il faut reconnaître que ça vient soit de Ma ou d'Aloa. Et même quand ça vient, pour qu'on puisse nous alimenter, c'est un peu difficile parce que c'est moi qui va d'abord à Sokoro avant de revenir sur Ménignan. Donc pour s'approvisionner, c'est un peu difficile. Et même quand ça arrive, ce n'est pas tout le monde qui arrive à avoir ces denrées-là. Tous ces manques que les populations du Ménignan épinglent avec une pointe de regret et parfois même de déception ajoutent au principal mal que constitue la route. Nous avons relevé durant notre séjour qu'à Ménignan, il n'y a aucun réceptif hôtelier. Trouver un habitat pour les fonctionnaires est un véritable casse-tête. Aucun établissement financier, aucune station d'essence. Les coupures d'eau sont le lot quotidien des populations et l'électricité est de très mauvaise qualité. On relève aussi qu'à Ménignan, l'activité économique est très faible et la vie extrêmement difficile. Dur de vivre à Ménignan où les fonctionnaires appellent l'État à la rescousse. Que les populations de Ménignan se rassurent, de gros investissements sont en train d'être faits dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Plus de 10 milliards de francs sont réservés pour des travaux d'envergure dans 3 secteurs que sont l'électricité, l'eau et les infrastructures routières. Et par ailleurs, la première dame de Côte d'Ivoire, dans le cadre de ses actions sociales dans le district du Denguélé, a choisi Ménignan. Pour ce département, Dominique Ouattara a fait don d'importants lots de matériel d'une valeur de 100 millions de nos francs. Compte rendu, Thomas Guessambi. Fin de la première partie de l'action sociale de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, dans le district du Denguélé avant l'arrivée de son époux. Ménignan, le chef-lieu de région du Folon, fait office du théâtre des opérations. Avant même la réception des dons, la reconnaissance d'un département symbolisée ici par ce geste d'une centenaire, témoin de l'histoire du Folon. Dans ce rendez-vous empreint d'émotion, Nadine Sangaré, la représentante de la première dame, a tout de même le temps de remettre officiellement de la part de sa mandante les dons d'une valeur de 100 millions de francs CFA aux populations de Ménignan. Face à ce troisième geste, le plus important de la première dame pour Ménignan, Sidi Bevali, maire de la commune, peut surmonter son émotion pour traduire la gratitude des siens. C'est moi qui suis le maire le plus comblé, le plus satisfait, parce que mon inquiétude, ça a toujours été les femmes enceintes qu'on transporte vers l'hôpital de Djéné. Et nous avons une ambulance qui tendait vers la tombe, et vous venez nous ressusciter avec une nouvelle ambulance. C'est là où vous n'aquaba. Au total, ce sont 500 millions de francs CFA de dons que la première dame Dominique Ouattara a offert aux différents départements du Folon et du Kabadougou avant la visite d'État de son époux, le président Alassane Ouattara. Et puis retenez que la première dame de Côte d'Ivoire rencontre les femmes du Denguélé au stade Mamadou Koulibaly demain jeudi à partir de 15 h pour la cérémonie du FAFSI, le fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire. Et puis le président de la République sera demain jeudi à Ménignan pour son premier meeting à partir de 10h30. Et puis le Conseil des ministres s'est délocalisé à Odiéné. Le préfet de région a pris part aux travaux qui ont porté essentiellement sur les questions de développement dans le district du Denguélé qui bénéficie d'importants investissements d'une valeur totale de plus de 73 milliards. Et puis la première journée de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions de Kabadougou et du Folon, Alvarassa a échangé avec les ministres des Sports, du Tourisme, du Commerce, de l'Urbanisme. Tous entendent œuvrer pour redynamiser leur secteur, pour contribuer au développement
de ces régions. Et c'était après le Conseil des ministres. Conseil des ministres dans le district du Denguélé avec des questions liées au développement des régions du Kabadougou et du Folon, et cela dans plusieurs secteurs d'activité. Lors de mon premier passage au ministère des Sports, nous avions entamé et initié un vaste programme de réhabilitation. Mes successeurs ont continué, mais nous savons tous que nous avons connu la crise. Et aujourd'hui, il faut reprendre cela parce que la prestation de nos équipes se ressent. Quand on joue sur un mauvais terrain, je crois qu'on ne peut pas attendre de très bons résultats. Donc il faudrait qu'en relation avec les présidents de région, avec les maires des communes concernées, nous puissions avoir une réunion pour pouvoir voir exactement comment réhabiliter ces infrastructures et surtout comment les entretenir. Outre le sport, il y a le secteur touristique. Le ministre Roger Kakou promet soutenir la direction régionale du tourisme avec un budget secteur privé État de Côte d'Ivoire pour relancer les activités dans le district du Denguélé. La région en a besoin. Il y a de fortes potentialités touristiques et bien sûr, plus on a de moyens, mieux on peut faire. Donc on espère convaincre le gouvernement de mettre des moyens à disposition du secteur du tourisme. Selon le ministre Jean-Luc Bion, le commerce dans le Kabadougou et le Folon va se développer les jours à venir. C'est toujours pour nous important de venir sur le terrain, de rencontrer les populations, de voir leurs préoccupations. Alors à l'occasion d'un conseil des ministres que nous faisons sur place, comme vous voyez, il y a toutes des réalisations qui se font, des améliorations d'infrastructures. Chaque ministre prend le pouls de son département. Donc en ce qui me concerne, bien sûr, c'est une région qui est dynamique en termes de commerce et qui est en train de se désenclaver en raison des infrastructures qui vont être construites. Le problème du logement étant crucial, le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme soutient pour sa part que les chantiers sont en cours de réalisation. Odiéné a connu un retard, mais Odiéné, en tout cas, aura le même rythme d'Abidjan à partir d'octobre prochain. Au-delà de ces secteurs, les régions du Kabadougou et du Folon, avec cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, vont assurément se remettre dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu du Conseil des ministres vous sera proposé, bien entendu, dans nos prochaines éditions. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, fille du district du Denguélé, était à Samatigila, Bako et Foula, où elle a appelé à la mobilisation des populations autour de la visite d'État qu'effectue le président de la République dans leur région. Abou Sanogo, reportage. Samatigila, Bako, Bougousso et Foula sont les localités visitées par le ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine, fille de la région du Denguélé, précisément du canton Bambala. Partout où elle est passée, Afoussiata Bamba Lamine a eu droit à un accueil des plus chaleureux. Les populations ont tenu à lui exprimer leur gratitude et leur reconnaissance pour tous ses efforts en faveur du développement de leur région. À Bako, procédant au lancement de la fête des mères édition 2015 organisée par le réseau C121, Association pour le développement politique, économique et social de la circonscription de Bako, Afoussiata Bamba Lamine, accompagnée de son époux, a invité la population à l'union, à l'entente et surtout à la mobilisation totale autour de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Denguélé et du Folon. C'est le retour, je dirais, du fils prodige qui revient donc chez lui. Nous sommes heureux et fiers vraiment de l'accueillir, de savoir que notre fils a démontré par ses talents combien il a pu reconstruire et relever la Côte d'Ivoire, parce que nous savons que nous venons de très loin. Nous allons lui faire une fête et c'est pour cela que toutes les populations du Folon et du Kabadougou doivent sortir nombreuses pour l'accueillir. Même message à Foula dans le canton Bambala qui comprend 12 villages. Et là, elle a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau chef de Foula, Bamba Broulaye, qui a reçu son arrêté préfectoral des mains du ministre Afoussiata Bamba Lamine, fille du village. Présentation des membres de la mutuelle de Foula, danse et remise de dons ont mis fin à la cérémonie. Voilà, demain, le chef de l'État sera à Minignan pour son premier meeting à partir de 10h30. Et puis dans l'après-midi, le président Alassane Ouattara est attendu à Kaniasso à 15h pour son second meeting. Et puis le chef de l'État va parcourir donc tous les départements des régions du Kabadougou et du Folon, et les femmes du Denguélé sont attendues en grand nombre demain à partir de 15h au stade Mamadou Koulibaly pour recevoir leur chèque dans le cadre du FAFSI
et des dons de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal spécial. À demain, même heure. Merci à vous, Abiba Dambélé. Merci à vous, envoyés spéciaux de la RTI dans le Denguélé. On vous retrouve demain pour un autre direct dans le 20h. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir à tous et à toutes.